She let me 'cause I came from Buzzer with love. From Buzzer with love. From Buzzer with love. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Anthropocène. Ici Bérénice Gagne, Lou Herman et Sophie Lambert. On vous présente une série de podcasts sur Gaza et sur la Palestine. Ce projet, il est né d'un besoin, celui de s'autoriser à penser le génocide en cours à Gaza et à sortir du silence et de la sidération. Et pour ça, on s'est dit qu'on allait faire ce qu'on sait faire, de la radio, ensemble. Ce travail nous a permis de nous remettre en action là où chacun et chacune est sans cesse renvoyé à son impuissance individuelle, de remettre du collectif et donc du politique dans notre effarement. On vous partage des textes sans prétention à l'exhaustivité ni à l'expertise. Des textes qui nous ont aidés à penser depuis où nous sommes, loin de Gaza. Des textes analytiques, d'autres poétiques. 3 épisodes, silence complice, colonialisme, écocide, biocide. 3 épisodes, c'est sans nul doute trop court, incomplet, partiel et partial. Mais peut-être vaut-il mieux faire, même imparfaitement, que de ne rien faire du tout. Épisode 3, écocide, biocide. Ce n'est pas une guerre, un poème de Shorouk Mohamed Dorkmosh. Ce n'est pas une guerre. Les guerres d'avant me manquent, les guerres courtes, les guerres d'où l'on revient avec ne serait-ce qu'un souffle. Cette guerre-ci n'en est pas une, celle-ci. Je ne trouve pas le mot qui lui conviendrait. Pour la Palestine comme pour la Terre, les ravages de l'impérialisme fossile. Un ouvrage de Andreas Malm publié à La Fabrique en 2025. 1840 a été un tournant historique pour le Proche-Orient comme pour le système climatique. Cette année-là, pour la première fois, l'Empire britannique a déployé des bateaux à vapeur dans une guerre majeure. La vapeur est la technologie qui a fait naître la dépendance aux combustibles fossiles. Les machines à vapeur fonctionnaient au charbon, et c'est leur diffusion dans les différentes industries de la Grande-Bretagne qui ont fait de celle-ci la première économie fossile. Mais la vapeur n'aurait jamais laissé d'empreinte sur le climat si elle était restée cantonnée aux îles britanniques. Ce n'est qu'en l'exportant au reste du monde et en entraînant l'humanité dans la spirale de la combustion fossile à grande échelle que la Grande-Bretagne a changé le destin de cette planète. La mondialisation de la vapeur était la mise à feu nécessaire. Mais la clé de cette mise à feu était le déploiement des bateaux à vapeur dans la guerre. C'est par la projection de la violence que la Grande-Bretagne a intégré d'autres pays dans cette forme étrange d'économie qu'elle avait créée, en transformant le capital fossile, pourrait-on dire, en empire fossile. La supériorité militaire britannique se trouvait radicalement renforcée par sa capacité à mobiliser ses réserves d'énergie comme une force pour écraser l'ennemi. Ou comme le note The Observer à propos de la Palestine, dès à présent, la vapeur est tout près de réaliser l'idée de l'omnipotence et de l'omniprésence militaire. Elle est partout et il n'est pas question de lui résister. Après cette démonstration en Palestine, la Grande-Bretagne était prête à projeter la puissance des combustibles fossiles dans le monde entier. Au moment de l'établissement des premières colonies sionistes, on peut lire des reportages enthousiastes dans la presse occidentale. Les Juifs qui se rendent à présent en Palestine emportent avec eux l'esprit progressiste du siècle, et sous peu, les voyageurs en ce pays pourraient bien entendre le sifflement de la vapeur et le bruit des machines, et voir tout autour d'eux la frénésie des affaires au lieu de la traditionnelle apathie et langueur de l'Orient, se réjouit le National Repository en 1877. Quand l'Empire britannique occupe la Palestine et entreprend de mettre en œuvre la déclaration Balfour, le combustible fossile du moment n'est plus le charbon, c'est le pétrole. Des gisements prometteurs ont été localisés dans les pays riverains du Golfe Persique, et le projet industriel central du mandat britannique sur la Palestine
se trouve être le pipeline qui achemine le pétrole depuis l'Irak, en traversant le nord de la Cisjordanie et la Galilée, jusqu'à la raffinerie d'Haïfa. Il est d'ailleurs impossible de comprendre le mandat en lui-même hors de ce contexte d'affermissement de la mainmise sur la région dans la course au pétrole, et le mandat se sert du pétrole pour réattribuer des terres aux Juifs au détriment des Palestiniens. Si l'on en vient maintenant à la situation actuelle, la première chose à prendre en considération est le rôle de l'État d'Israël dans la frénésie fossile en cours. Dans Overshoot, Wim Carton et moi revenons de manière assez détaillée sur l'expansion accélérée de la production de combustibles fossiles à laquelle nous assistons depuis le début des années 2020, au moment même où cette production aurait dû être ralentie et annulée par un effort contraire de démantèlement soutenu, si l'on veut que le monde échappe à un réchauffement de plus de 1,5 ou 2 degrés. Cette expansion n'en finit pas. Comme le Guardian le rapportait il y a quelques jours, les compagnies et les États se lancent dans de nouveaux projets pétroliers et des gaziers toujours plus gigantesques. À la pointe de cette expansion, on trouve bien sûr les États-Unis. Le deuxième pays sur la liste est le Guyana, mais c'est uniquement parce qu'ExxonMobil a récemment trouvé son bonheur dans ses eaux territoriales. Et pour la première fois, l'entité sioniste est directement impliquée. L'une des nombreuses frontières de l'extraction pétrolière et gazière est le bassin levantin, le long de la côte qui va de Beyrouth à Gaza, en passant par Acre. 2 des plus grands champs gaziers découverts là, baptisés Karish et Léviathan, sont situés dans des eaux revendiquées par le Liban. Que pense l'Occident de ce contentieux ? En 2015, l'Allemagne a vendu 4 navires de guerre à Israël pour lui permettre d'améliorer la défense de ses plateformes gazières contre toute éventualité. 7 ans plus tard, en 2022, tandis que la guerre en Ukraine provoquait une crise sur le marché du gaz, l'État d'Israël s'est imposé pour la première fois comme un exportateur majeur de combustibles fossiles, fournissant l'Allemagne et d'autres États de l'Union européenne en gaz, mais aussi en pétrole brut extrait du Léviathan et de Karish, où la production a débuté en octobre de cette année-là. 2022 a entériné la position prééminente d'Israël en ce domaine. L'année suivante, Toufan Al-Aqsa a enrayé cette expansion. L'opération représentait une menace directe pour la plateforme gazière Tamar, que l'on peut voir par temps clair depuis le nord de la bande de Gaza. À portée de roquettes, la plateforme a été fermée. L'une des principales compagnies exploitant le champ de Tamar est Chevron. Le 9 octobre, le New York Times expliquait que les combats acharnés pourraient ralentir le rythme des investissements énergétiques dans la région, au moment même où des perspectives engageantes s'étaient ouvertes pour la Méditerranée orientale en tant que centre énergétique. Israël était l'un des rares pays du Proche-Orient à ne pas avoir découvert de ressources pétrolières significatives. À présent, le gaz naturel est devenu un pilier de son économie. La résistance palestinienne pourrait perturber cette équation. 5 semaines après le 7 octobre, cependant, une fois la majeure partie du nord de la bande de Gaza transformée en un tas de gravats, Chevron a pu reprendre ses opérations dans le champ gazier de Tamar. En février 2024, la compagnie a annoncé une nouvelle série d'investissements pour augmenter encore la production. Fin octobre 2023, au lendemain du début de l'invasion terrestre à Gaza, l'État d'Israël a accordé 12 licences pour l'exploration de nouveaux champs gaziers, l'un des bénéficiaires étant BP, la première compagnie à avoir trouvé du pétrole au Proche-Orient, celle qui a construit le pipeline Kirkouk-Haïfa. Mais les flux vont désormais dans les deux sens. Ces dernières années, le capital israélien a commencé à jouer un rôle majeur dans l'expansion de la production du pétrole et de gaz en mer du Nord. L'une des compagnies basées à Tel Aviv est pionnière de l'extraction au large d'Acre, comme des îles Shetland et Ithaca Energy. Elle est propriétaire de l'une des bombes carbone les plus destructrices implantées dans le secteur britannique de la mer du Nord, le champ de Cambo, et du 5e d'un autre, le champ de Rosebank, et elle prospecte avidement pour en trouver d'autres. L'entrée d'Ithaca au London Stock Exchange en 2022 fut la plus grosse introduction en bourse cette année-là. BP cherche du gaz dans les eaux de Palestine, Ithaca en cherche dans les eaux de la Grande-Bretagne. L'harmonie n'a jamais été plus parfaite. Le génocide se déroule à un moment où l'État d'Israël est plus profondément intégré dans l'accumulation primitive du capital fossile que jamais. Les Palestiniens, pour leur part, n'ont aucun intérêt dans ce processus. Pas de plateforme, pas de derrick, pas de pipeline, pas de compagnie cotée à la bourse de Londres. Mais il y a des Arabes qui ont tout cela, bien entendu, aux Émirats arabes unis, en Égypte, en Arabie saoudite. Tel est le sens économico-politique des accords d'Abraham, et de suite attendu. Une unification des capitaux du Golfe et d'Israël dans le processus de création de profits par la production de pétrole et de gaz. Tel est le sens écologico-politique de la normalisation, une sacralisation du business as usual qui détruit d'abord la Palestine, puis la terre. La destruction de Gaza est perpétrée par des chars et des avions de chasse qui déversent leurs projectiles sur la terre, les Merkava et les F-16 qui crachent leur feu d'enfer sur les Palestiniens, les roquettes et les bombes qui réduisent tout en gravats.
Mais il faut tout d'abord que la force explosive des combustibles fossiles les ait mis sur la bonne trajectoire. Tous ces véhicules militaires marchent au pétrole. Il en va de même pour les vols de ravitaillement en provenance des États-Unis, le point aérien permanent des Boeing qui transportent les missiles. Selon une première analyse provisoire et prudente, les émissions produites pendant les 60 premiers jours de la guerre équivalent aux émissions annuelles d'entre 20 et 33 pays faiblement émetteurs. Un pic soudain, un panache de CO2 s'élevant au-dessus des décombres de Gaza. Si j'y reviens ici, c'est parce que ce cycle ne cesse de se répéter, changeant d'échelle et d'ampleur à chaque fois. Les forces occidentales pulvérisent les lieux de vie de la Palestine en mobilisant la capacité illimitée de destruction que seuls les combustibles fossiles peuvent leur donner. On oublie aisément à quel point la violence militaire a été et demeure un facteur central du business as usual. Plus de 5% des émissions annuelles de CO2 proviennent des armées du monde entier. On parle beaucoup de l'aviation civile et de ses effets néfastes sur le climat, à juste titre, mais elle ne représente que 3% de ces émissions. Tandis que les 5% attribués aux armées valent quand il n'y a pas de guerre. Il s'agit des émissions en temps de paix, dans le cadre de l'entretien des appareils logistiques et des capacités de combat des armées, avant qu'elles n'entrent en guerre. Quand elles partent au combat, le carburant est mis à feu et les bombes pleuvent dans une explosion d'émissions concentrées supplémentaires. Les États-Unis sont bien sûr au cœur de tout cela. Les émissions de l'armée d'occupation pendant la guerre contre Gaza pourraient être considérées comme une sous-catégorie parmi tant d'autres des émissions états-uniennes. Les États-Unis surpassent tous les autres pays, comme l'observe Netta C. Crawford. L'armée états-unienne est le plus grand consommateur institutionnel des combustibles fossiles au monde, par conséquent le plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Les armées du Royaume-Uni, dans un premier temps, puis des États-Unis, ont trouvé que le charbon, puis le pétrole, étaient indispensables pour faire la guerre, pour fabriquer des armes, transporter des soldats sur le champ de bataille, assurer leur mobilité une fois engagés, exercer sa puissance de feu contre l'ennemi. En fondant ces opérations sur des combustibles fossiles, l'armée états-unienne a contribué à leur diffusion dans toute l'économie. Et lorsque l'armée et l'économie en sont devenues totalement dépendantes, la protection de cette marchandise essentielle est elle-même devenue un impératif de guerre. Aucune autre région du monde n'a été aussi profondément façonnée et marquée par ce cycle que le Proche-Orient. Bien que la Palestine en soit au centre, la dévastation s'étend bien évidemment à d'autres pays. Pensons seulement à l'Irak et au Yémen. La destruction de la Palestine et la destruction de la terre se produisent en plein jour. Il y a pléthore de documentation sur l'une comme sur l'autre. La connaissance de ces deux processus et de leur déroulement en temps réel est surabondante. Nous savons tout ce que nous devons savoir sur les catastrophes, et pourtant, le centre capitaliste continue d'envoyer des combustibles vers les foyers de combustion et des bombes vers Gaza. Destruction et construction sont des contraires imbriqués qui se présupposent l'un l'autre. La destruction de la planète et la construction de l'infrastructure des combustibles fossiles, la destruction de la Palestine et la construction des colonies raciales. Ou, comme le disait Theodore Earls en 1896, « Si je souhaite substituer un nouvel édifice à un ancien, je dois démolir avant de construire. » Limiter, arrêter, inverser la destruction de la Palestine et de la planète suppose donc, comme une condition logiquement inattaquable, la destruction de l'infrastructure des combustibles fossiles et des colonies raciales. Pas nécessairement leur destruction physique, mais nécessairement leur désactivation et leur reconversion, dans les cas où c'est possible, et dans les cas où ça ne l'est pas, sur la voie de leur abolition, eh bien oui, leur destruction physique. Il est absolument évident que l'investissement dans l'infrastructure des combustibles fossiles doit cesser, et qu'il aurait d'ailleurs dû cesser depuis longtemps. Pourtant, on voit de nouveaux pipelines, de nouveaux derricks, de nouvelles plateformes, de nouvelles mines, de nouveaux terminaux projetés et construits. Et plus il y en a, plus il est difficile de réduire les émissions, plus il y a de capital fixe enfoncé dans le sol, plus il est impératif de le conserver et de le défendre contre toute transition vers l'abandon des combustibles fossiles. Il est absolument évident que l'investissement dans les colonies raciales doit cesser, et qu'il aurait d'ailleurs dû cesser depuis longtemps. Pourtant, on voit toujours plus de nouvelles implantations projetées et construites en Cisjordanie et à Jérusalem, et peut-être bientôt à Gaza à nouveau. Et plus il y a de terres palestiniennes confisquées, plus il y a d'habitations bâties et réservées aux seuls juifs, plus il devient difficile d'imaginer un retrait jusqu'à la ligne verte, plus l'occupation est indéplaçable, plus il y a un intérêt à la défendre contre tout projet d'État palestinien viable. Cette analogie au niveau de la base matérielle crée toujours plus de faits sur le terrain qui prolongent et intensifient le business as usual, se reflète au niveau de la superstructure. Les gouvernements occidentaux parlent constamment de limiter à 1,5 ou 2 degrés le réchauffement et de solutions à 2 États, tandis que les processus d'investissement réel travaillent sans relâche à rendre ces 2 objectifs matériellement inatteignables.
Parler de 2 degrés ou de 2 États relève ici de la couverture idéologique. Le parallèle est assez ahurissant quand on met côte à côte les sommets sur le climat et les sommets organisés dans le cadre de ce qu'on appelait autrefois le processus de paix. Ils ont commencé au même moment, au début des années 90. Ils ont eu pour fonction de maintenir l'illusion que la soi-disant communauté internationale s'efforçait, respectivement, d'atténuer le changement climatique et de donner aux Palestiniens leur propre État. Ils ont déployé les mêmes rituels et les mêmes incantations diplomatiques ineptes. Ils ont servi de couverture à la poursuite de l'investissement dans la destruction. Mais aujourd'hui, bien sûr, seul l'un des deux demeure. Nous aurions bientôt à subir la 29e édition du grand cirque de la COP, toujours plus vide de sens et de substance que la précédente. Il n'y a plus de poignée de main devant la Maison-Blanche. Le processus de paix a pris fin en 2005, quand l'État d'Israël a reconfiguré son occupation de la bande de Gaza pour la transformer en camp de concentration. Il n'est plus resté alors que la Nakba, nue et sans fin. Là aussi, la catastrophe de la Palestine semble préfigurer celle du climat. Le génocide à Gaza constitue une intéressante leçon d'insensibilité. Dans la catastrophe climatique, les vies des multitudes non blanches des pays du Sud ne comptent pas. Elles sont sacrifiables, sans valeur. On l'a vu lors du désastre qui a frappé Derna. Les plus de 11 000 morts en une seule nuit n'ont laissé dans les médias de l'Occident qu'une trace infime, et absolument aucune dans ses décisions politiques. Imaginez seulement si ça avait été 11 000 blancs, états-uniens ou britanniques, ou suédois, tués en une nuit. Imaginez si ça avait été 11 000 de ces personnes qui comptent vraiment. Imaginez le choc. Mais ce n'étaient que les damnés de la terre à Darna, qui mouraient comme ils meurent toujours dans la Méditerranée, et les autres cimetières de ce monde, leurs morts relevant de l'ordre naturel des choses. Et il n'y avait personne pour noter que l'excès de carbone dans l'atmosphère qui les a tués avait été mis là par les riches pays du Nord. Quand il était fait mention de tort ou de culpabilité, dans les médias occidentaux, c'était pour faire porter la responsabilité aux Libyens eux-mêmes. S'ils n'avaient pas construit des barrages si fragiles sur cette rivière, Derna aurait tenu. Sur la terre de Palestine, les vies des Palestiniens ne comptent pas. Elles sont sacrifiables, sans valeur. C'est ce que nous avons pu conclure une fois encore ces 6 derniers mois. Jamais la démonstration n'en avait été faite avec une cruauté si extrême et une soif de sang si exterminationniste. Imaginez seulement 40 000 États-Uniens ou Suédois, ou pour une comparaison plus évidente, 40 000 Juifs israéliens tués de cette manière. Non, je pense qu'on ne peut pas imaginer ça. C'est au-delà de nos facultés d'imagination politique, au-delà du champ du possible dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis, les Palestiniens aussi sont morts par leur faute, ce qui a été souligné avec une insistance toute particulière quand le génocide a commencé. S'il y a eu ces tueries de masse, c'est que les Palestiniens envoient leurs propres roquettes sur des hôpitaux, qu'ils utilisent leurs civils comme boucliers humains, qu'ils entreposent leurs armes dans des écoles et des habitations ou à proximité, à cause de ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Le génocide se reporte alors sur le monde qui se réchauffe en confirmant à nouveau le caractère sacrifiable et sans valeur des vies non blanches, une autre condition nécessaire de la poursuite du business as usual. Il est excellent pour les affaires des ExxonMobil et BP que les États-Unis et le Royaume-Uni aient décidé que ce type de mort était de rigueur. Le génocide du capitalisme tardif avancé donne des munitions aux paupéricides. Il y aurait encore beaucoup à dire, et il y a fort heureusement plusieurs magnifiques travaux en cours sur l'écologie politique du projet de colonisation du peuplement en Palestine et les tendances destructrices inhérentes au sionisme. À Gaza, où elle dure maintenant depuis des décennies, cette destruction prend à présent des proportions apocalyptiques. Les gens qui n'ont pas encore été tués par les bombes vivent sur une étendue en friche d'eau non potable, de munitions non explosées, d'effluents d'égouts non traités, de décharges débordantes, de sols contaminés, de décombres toxiques, de vergers et de champs réduits en poussière. Sur cette bande de terre hyperpolluée, la vie humaine est rendue impossible à long terme. Écocide et génocide se confondent ici comme jamais auparavant. Pourra-t-on revivre un jour à Gaza ? Un poème de Mahmoud Darwish paru dans État de siège aux éditions Actes Sud en 2004 dans une traduction d'Elias Sandbar. Ici, sur les pentes des collines, face au couchant et à la béance du temps, près des vergers à l'ombre coupée, tels les prisonniers, tels les chômeurs, nous cultivons l'espoir.
Yeah. She left me cause I came from Gaza with love. From Gaza with love.